Nous on s'est vu. Un jour, c'est qui t'a plu. Vous pouvez passer. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et là j'ai vu. Bon, moment solennel alors. Important. C'est à moi de couper là. Parce que les ciseaux ont été vérifiés. Peut-être s'y reprendre 2 fois, mais ouais. Un mouvement de foule. Hop. Il y en a qui me veulent. Merci beaucoup. Et ça, on va le laisser à le lieutenant. Je cherche. Bien. Je vous laisse la parole. Merci. C'est plus joli. Oui. Ça fait court de jouer aux petits jeunes, mais... Hein. Je n'ai pas oublié. Alors, mon colonel, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers et personnels civils de l'état-major, mesdames et messieurs les donateurs du musée de la mémoire militaire, mesdames et messieurs, je voulais tout d'abord remercier le général Housset et vous-même, mon colonel, d'avoir voulu que ce lieu, fréquenté par des militaires d'active, devienne un lieu de mémoire et de souvenir pour tous ces hommes, et femmes, militaires, résistants, personnel médical et aumônier, qui ont servi la France avec honneur et sacrifice dans le passé. Remercier le lieutenant-colonel Pasquier, le commandant de Montmorillon, le capitaine Ménadi et l'enseigne de vaisseau Franco, qui ont œuvré avec grande efficacité pour que ce projet aboutisse. Ils se sont donné du mal. Remercier les donateurs du musée de la mémoire militaire, dont une partie est présente aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez devant vous un président des anciens combattants, un commandant de la réserve citoyenne, le fils d'un combattant de la guerre d'Algérie, le fils d'un combattant de la guerre 14-18. C'est moi. Ouais, il est très jeune, mais combattant de la guerre 14-18. Le fils d'un chef de char de la 2e DB qui libéra Paris en 1944. Le beau-frère et la belle-sœur d'un commando Kiefer qui débarquèrent en 1944 et en Normandie et en Norvège. 2 combattants de la guerre d'Algérie et le président des officiers de réserve du pays d'Aix. J'espère être à la hauteur de leur espoir en présentant au travers d'expositions le matériel et les documents qu'ils m'ont confiés. Car pour certains, ce sont de véritables reliques familiales. L'association du musée de la mémoire militaire compte 173 donateurs. C'est énorme, je ne peux jamais arriver à ça. Et c'est pas fini. Et il y en a quelques-uns de chez nous qui m'ont déjà donné. À ce jour, 38 expositions temporaires ont été réalisées sur les thèmes 14-18, 39-45, résistance, Indochine et AFN, dans tout le département. Et je m'attelle aujourd'hui à un autre chantier qui est celui des OPEX, pour faire des expos sur les OPEX. Donc, je passe un message, ne jetez rien, je récupère tout, d'en haut jusqu'en bas, les uniformes, les équipements, parce que j'ai besoin de tout ça pour faire mes expositions. Et justement pour parler de vous, parce que vous avez tous fait des OPEX. Ben, merci encore d'être venus, mes chers amis, à cette inauguration, et sachez que sans vous, je ne pourrais pas faire tout ça. Et merci encore. Bravo. Bien, merci beaucoup pour ces mots profonds. Je remercie à ceux qui représentent ici une belle part de notre passé et de notre présent, de l'histoire de notre pays.
Vous savez, on est un état-major, l'état-major tel qu'il est constitué, l'état-major de zone de défense de Marseille, nous portons maintenant les couleurs, est un état-major neuf. C'est même le plus jeune état-major de l'armée française dans cette configuration, puisqu'il a été réorganisé profondément au cours des 2 années qui viennent de s'écouler. C'était notre mission, et nous sommes arrivés à reconstituer un état-major zonal qui couvre nos actions des Alpes aux Pyrénées et de la Corse au Lot en Côte de l'Aveyron. C'est quand même assez large. Donc c'est un état-major jeune, mais évidemment, il est créé sur l'ossature, le noyau historique, c'est l'état-major plus ancien, et surtout, il est l'héritier d'une longue tradition militaire, celle du gouvernement militaire de Marseille, donc ici. Le fait d'accueillir dans nos vitrines des objets prestigieux et surtout chargés de sens et d'émotion, pour nous, c'est extrêmement symbolique, c'est fort, c'est ce qui nous relie au passé. Vous êtes les uns et les autres liés dans votre chair, dans votre ascendance, à ce passé. Nous aussi, nous sommes souvent, d'ailleurs, que ce soit des familles de militaires ou des familles d'anciens combattants des différents conflits, nous sommes viscéralement, organiquement, charnellement, moralement attachés à ce passé. Vous le partagez avec nous et nous en sommes très heureux. Nous vous remercions bien chaleureusement. Nous veillerons à ce qu'il soit toujours exposé de façon intelligente et qu'il suscite la curiosité. D'ailleurs, je crois qu'après on va aller faire un peu le tour, parce que depuis que les objets sont exposés, je me pose plein de questions sur un tel ou un tel ou un tel, sur tel ou tel objet. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être ici, à ceux de l'état-major qui ont participé à cette mise en valeur de notre patrimoine. Et donc, j'ai coupé 2 petits morceaux de nos belles couleurs bleu, blanc, rouge. Il vous en revient une, bien entendu, en souvenir de ce moment. Et puis, il y a les plus anciens et les plus jeunes, donc là, je vais le remettre au budget. La jeune enseigne de vaisseau Franco qui était également à la manœuvre pour cette inauguration. Voilà. Je pense que j'ai assez parlé, puis on aura l'occasion de reparler encore le long des couloirs et puis pendant le petit repas de ce midi. Là, Impeccable. Un des colonels de réserve là, des Alpes d'Haute-Provence. Il est ramené en cadeau chez eux. Il est ramené en permission. Il y a des coupes-papiers faits avec des ceintures d'obus. C'est la ceinture cuivre de l'obus. Le casque, hein. Je crois que c'est celui de Top-Père. Mais ceux-là, c'est vous qui les avez récupérés ou vous les avez... Ah ben, il y a... Alors moi, je chine de partout. Ouais. J'achète, je trouve, et les donateurs derrière donnent énormément. Hein. Là, le casque, c'est M. Blanc. Le casque, le car. Le casque, le car, et ils auront une vue à vie. Alors, quand j'ai vu le savon. Quand j'ai vu l'allure générale de la brosse à dents, je me suis demandé si c'était pas comme nous on fait aussi pour avant les Rangers, c'était bien noir plutôt que laver les dents. Celle-là, elle est neuve de stock, et celle-là, je l'ai trouvée dans les poubelles. Ouais. Les poubelles américaines. On n'a pas loin de chez nous, à Karachi, ils sont restés là, les Américains, ils la plaine. Alors là, vous avez une vitrine sur j'appelais ça le ravitaillement. C'est vraiment la vie de tous les jours pendant l'occupation, hein, où il n'y avait plus rien. Mon père me racontait qu'il faisait la daube avec des topinambours. Les topinambours trempés dans du vin toute la nuit, il faisait cuire ça et il m'a dit que c'était pas terrible. Donc là, en bas, on a des chaussures. Alors, la dame qui m'a donné cette paire de chaussures-là, elle m'a dit que je n'ai jamais pu les mettre. C'est des chaussures avec un cuir très dur. Il y en a un carton mâché, la semelle en bois qui est immarchable. Je pour marcher avec ça. Après, on a tous les tickets, tout ce qui est ticket de rationnement.
En ticket de rationnement, ils étaient, il y avait les J1, les J2, les J3, c'était de 6 à 12 ans, de 12 à 18, de 18 à 70 ans. Le V, c'était au-dessus de 70 ans. Voilà, chacun avait ses tickets de rationnement. Voilà, donc c'était vraiment, c'était la débrouille. Il y a pas mal de livres là d'époque où on expliquait aux gens justement comment élever des lapins, comment faire la cuisine avec rien. Aujourd'hui c'est un peu la mode de faire le régime, de faire la cuisine avec rien, mais là c'était pas la mode, mais il fallait qu'ils s'adaptent quand même. Voilà. Bon, donc ça, vous ne l'avez pas trouvé dans les poubelles des Américains, mais... Ça des vient. familles, Oui, ça c'est de famille, oui. Il y en a d'ici qui m'en ont donné, oui, et de famille, il y a pas mal de trucs de ma famille et moi. Ça c'est fausse carte d'identité, fausse carte de ravitaillement, ça c'est de mon oncle. C'est mon oncle qui l'a sauté du train, qui l'a emmené en Allemagne, et donc il n'a plus de papiers. Ma grand-mère a donné ses papiers au curé de la Destrousse, qui les a falsifiés, ils sont là, à son nom. Et après, ma grand-mère a fait une déclaration comme quoi elle avait perdu ses papiers. Bon, elle a été embêtée parce que les Allemands ne rigolent pas quand même. Mais elle a revu ses papiers. Donc voilà, ça c'est l'histoire de la famille. Et je veux dire que tout le monde pourra raconter la même chose, je pense, dans sa famille. Alors là, il y a une petite vitrine sur la résistance. Alors la résistance, alors, on a des insignes, des postes à galène qui servaient à écouter. Alors j'ai pas le morceau. J'en ai un américain, mais j'en ai pas de la résistance. Il y a la marmotte en bas qui sert à faire péter les rails. Voilà. Ah ben, tu la descendras des Alpes maintenant. Tu la gardes pas dans les Alpes, tu la descends. C'est vrai, il fallait savoir. Alors là, il y a un foulard. Dans ce foulard, la marquette qui a une quoi. C'est une dame qui a 100 ans aujourd'hui qui me l'a donné. Et cette dame, elle m'a donné sa robe aussi, qu'elle avait à la Libération de Paris. Une Parisienne avait sa robe bleu, blanc, rouge à la Libération de Paris. Elle m'a donné sa robe et son foulard qu'elle a acheté, elle m'a dit, une semaine après, parce que dès que la Libération est arrivée, tous les bijoutiers, toutes les personnes qui avaient un peu des mines d'or ont commencé à fabriquer des breloques, des foulards, des mouchoirs, à la gloire des libérateurs, des FFI, des Américains et de Gaulle. Donc c'est pour ça que... Alors là, vous avez deux cercueils. Les deux donateurs, ils sont là, il y en a un là et un là-bas. C'est les cercueils qu'on recevait les collabos. Quand le gars il recevait ça, alors je pense qu'il commence à avoir la dimension, là. Voilà. Un il sort des Alpes et l'autre il sort d'Aix-en-Provence. Et là, il commence à recevoir ça et il valait mieux que... Alors celui-là, je crois qu'il s'est fait tuer. Non. Et après on a une vitrine américaine encore, sur la correspondance américaine, donc il y a la machine à écrire, la machine à faire les trous dans les feuilles, les crayons, c'est tout est d'époque, les encriers, le papier à lettres. La caméra, alors cette caméra, si vous voyez, c'est la caméra, la petite caméra qu'on voit dans les films qu'il avait quand il débarquait. Il filmait comme ça, il mettait comme ça. Ça en est une, deux appareils photo aussi. Et des cartes postales qui ont été écrites par les Américains. Alors la machine à écrire, le jour où je l'ai récupérée, je me suis dit, oh c'est pas possible, c'est une fausse. Parce que dessus, si vous regardez, elle date des années 40, dessus il y a l'arrobase. Il y a l'arrobase? Ah non. Ah ouais. Ah oui, oui. Il y a l'arrobase dessus. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Ah oui. Ah ouais. Il y a l'arrobase. Alors là, je me suis dit, oh là, je me suis fait couillonner là. Comme on dit en Provence. Je me suis fait couillonner. J'ai fait de compte, j'ai fait des recherches. Et l'arrobase, il existe depuis la création de la machine à écrire en Amérique, dans 1850 à peu près. Parce que l'arrobase, ça veut dire avec. Quand ils font des transactions monétaires, c'est comme notre « et » à nous, là, ça veut dire avec cet arrobase-là. De toute manière, l'arrobase, il est bien de quelque part. Et le jour où ils ont voulu faire les ordinateurs, quand ils ont commencé à faire des adresses électroniques, c'est pas vieux ça,
il fallait qu'ils trouvent une lettre, quelque chose, mais qu'on ne se sert pas. Et la seule chose, comme ces Américains qui l'ont fait, qui ne se servaient pas, en gros ils ne se servaient jamais, c'est cet arrobase. Mais il était déjà sur le clavier. Donc ils ont pris l'arrobase pour mettre dans la... Il était déjà sur les claviers, pas forcément sur une position immédiatement accessible. Il fallait faire un truc. Oui, maintenant, ça devient accessible. Maintenant, il est accessible. L'évolution de l'arrobase. Voilà l'histoire de l'arrobase. Très bien. Bon, je l'ai appris il n'y a pas tellement longtemps. Voilà, ma modeste participation. Écoutez, c'est modeste, mais c'est riche en histoire, c'est riche en symboles, et puis c'est riche en anecdotes. Certaines tragiques et d'autres plus souriantes. Tout à fait, tout à fait. Ainsi est faite la vie. Merci beaucoup. Ah bon là, dans ce sens, on n'a pas le soleil. Oh, pour moi ça va. Ça ira. Ouais. C'est bon pour vous? On rassemble soit toutes les formations avec le général, soit juste l'état-major avec moi, et on préside une cérémonie des couleurs ici, qui est toujours un moment solennel à la fois du point de vue du cérémonial, c'est chargé de sens, et puis c'est l'occasion pour un chef de s'adresser directement aux troupes et de dire ce qu'il a à dire. Et c'est ce contact direct qui est très formalisé dans les armées, très très ancien. On y tient beaucoup, et quand on est dans un cadre comme celui-ci, ça a quand même une allure extraordinaire. Et une fois du reste, alors que je le faisais lever les couleurs et que je saluais, j'ai aperçu sur cette plaque là-bas, dans la liste, à la lettre C, un Cluzel. Donc je ne le connais pas lui, on est une famille de militaires depuis des siècles, mais lui je ne le connais pas. Et c'était assez étrange, tout en chantant la Marseillaise, de voir tout d'un coup mon nom apparaître sur la plaque de marbre là-bas. Voilà.